Bonjour et bienvenue sur Electric Vince, la chaîne qui fait rimer électromobilité avec ruralité. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi et comment je suis passé au tout électrique. Mais avant tout, top générique. Bien, alors pourquoi je suis passé à tout électrique? Alors pour ça, vous allez bien vous imaginer que ça s'est pas fait en 5 minutes et que c'est une décision mûrement réfléchie. Il y a à cela plusieurs raisons. Alors la première des raisons, et non des moindres, c'est que on est témoin depuis quelques années d'événements météo qui sont de plus en plus fréquents et de plus en plus violents, qui témoignent d'un dérèglement climatique à l'échelle mondiale. Alors bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on laisse la situation dégénérer ou est-ce qu'on essaye de faire quelque chose pour que ça ne s'aggrave pas plus et que au bout du bout, on arrive quand même à limiter le dérèglement? J'entends dire à droite à gauche, oui, mais c'est la planète, elle a des cycles de réchauffement, de refroidissement, machin et tout. Moi, je crois pas à cette théorie. Pour moi, il y a réellement un problème avec la planète. Et je me dis qu'à mon petit niveau, si je peux éviter de favoriser le réchauffement climatique en changeant mes véhicules, en passant par des véhicules qui n'émettent pas des gaz à effet de serre, peut-être que je fais quelque chose de bien. Et comme je suis du genre proactif et j'aime pas attendre que ça passe en espérant que quelqu'un fasse le boulot à ma place, c'est une des raisons pour lesquelles je suis passé au tout électrique. La seconde raison pour laquelle je suis passé au véhicule électrique, bon, on va pas se mentir, hein, c'est pour des raisons financières. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelque temps, le prix des carburants ne cesse d'augmenter. Bon, pour vous donner un ordre d'idée, on était, ma femme et moi, à deux voitures, on était aux alentours de 300 € par mois de dépenses en essence et en diesel, quoi. Hier, donc le vendredi 21 janvier 2022, le prix moyen du litre d'essence sans plomb 95 était de 1,71 €. Alors j'aimerais autant vous dire que ça pique un petit peu au portefeuille. Alors moi je roulais et en diesel et en sans-plomb. À terme, de toute façon, il y aura de moins en moins de pétrole et de plus en plus de demandes, donc le prix ne peut qu'augmenter. La solution qui pourrait être envisagée pour lutter contre cette augmentation de tarifs des prix de l'essence, ce serait en France, hein, j'entends, potentiellement de baisser les taxes sur l'essence. Ça irait à l'encontre de tous les projets de transition énergétique que les gouvernements successifs essayent, enfin je dis bien essayent, de mettre en place, hein. Pour la plupart, ils n'y mettent pas beaucoup d'efforts, hein. Mais voilà, si on réduit les taxes sur les carburants fossiles, c'est comme si on disait allez-y, allez-y, prenez de l'essence, continuez à polluer, au pire on s'en fout. Ah ben non. La troisième raison, c'était le vieillissement de nos véhicules à mon épouse et moi-même. En effet, nous avions donc une Mondeo Break, ou une Mondeo SW comme ils disent, qui approchait les 260 000 km. J'aime autant vous dire qu'elle n'était pas de toute première jeunesse. Bon, même si elle était de 2012, hein, elle aurait encore pu faire quelques kilomètres, hein, d'autant qu'on avait fait faire la courroie de distribution à 240. Donc elle aurait pu faire quelques kilomètres de plus. Mais bon, c'était un diesel polluant, et bon, toujours pour en revenir à la raison précédente, hein, ça consomme quand même un petit peu d'essence. En plus, on avait une petite Fiesta qui, elle, approchait les 160 000. Alors, les deux avaient de plus en plus de mal à passer le contrôle technique, surtout la Fiesta. La dernière fois, le gentil monsieur du contrôle technique m'a dit tiens, là, va falloir faire attention, vos amortisseurs, faudra les changer le prochain contrôle technique. Ok. J'avais été fait faire la vidange de la Mondeo, il m'a dit ouais là attention, vous avez une fuite au niveau du moteur, pour l'instant ça peut aller mais va falloir songer à le réparer. Alors quand je lui demande combien ça va me coûter, il me dit oh, entre 1500 et 2000 €. Il fait gloups. Alors voilà, on s'est dit est-ce que ça vaut le coup de faire réparer les voitures? Ça va nous coûter de plus en plus cher. Est-ce que cet argent qu'on ne mettra pas dans les réparations, est-ce qu'on ne la mettrait pas plutôt dans un apport pour changer de véhicule?
Donc là, on a bien réfléchi et on s'est dit, bon, ben, on va commencer par la Mondeo et puis on verra après. Une fois qu'on a changé la Mondeo pour la Kona électrique, bah, il s'avère qu'on a, on a opté tout de suite pour un deuxième véhicule électrique. La quatrième raison pour laquelle nous sommes passés au tout électrique avec mon épouse, c'est l'évolution à la baisse du bonus écologique. Alors je m'explique, vous n'êtes pas sans savoir que le bonus écologique a démarré à 10 000 €. Alors je ne sais plus il y a combien de temps de ça, et que tous les 6 mois, il baisse de 1 000 €. Si on veut profiter un maximum de l'aide gouvernementale pour acheter un véhicule propre, bah faut pas attendre 5 ans avant d'acheter un véhicule électrique par exemple. Vous voyez, alors là, ils nous ont gracieusement offert 6 mois de plus à 6 000 € de bonus écologique, et donc au 1er juillet, on sera à 5 000 €. Donc on s'est dit, bah, faudrait pas trop tarder. Alors je pense que c'est fait exprès, hein. Tôt ou tard, le prix des voitures va baisser parce que bah, le marché est de plus en plus concurrentiel. Vous avez des tas de marques qui se créent de toutes pièces, qui n'ont jamais fait de voiture et qui produisent des voitures et qui les font bien et qui les font toutes électriques. Il y a aussi les marques chinoises qui se lancent sur le marché européen avec des véhicules électriques qui sont bah, fort bonne qualité d'ailleurs, hein. Je suis bien placé pour le savoir parce que je suis actuellement dans mon MG ZS. Bon, MG, c'est une marque qui a été créée au début du XXe siècle, hein. Ils ont fait faillite en 2005 je crois, enfin bon bref, au début des années 2000, ils ont été rachetés ensuite par un gros groupe chinois, SAIC Motors, et ils reviennent actuellement en force en Europe avec une gamme de véhicules électriques à des prix hyper concurrentiels. Et je suis sûr que bah, cet apport des marques chinoises sur le marché européen et mondial en termes de véhicules électriques va faire beaucoup de bien au porte-monnaie des consommateurs. C'est la loi de l'offre et la demande, hein. Plus l'offre est généreuse, plus les prix baissent. Et ben, moins l'offre est généreuse, plus les prix montent. Là, en l'occurrence, plus ça va, plus il y a de propositions de véhicules électriques. Donc, même si on me dit que les batteries restent chères à produire, de toute façon, les constructeurs, s'ils veulent vendre des voitures, ils sont obligés de baisser les prix. Mais toujours est-il qu'à l'heure actuelle, c'est quand même intéressant de profiter du bonus écologique. Donc on s'est dit, bon, on va pas trop tarder quand même, parce que sinon on va en être un peu de notre poche. Et bon, on n'est pas Crésus non plus, hein. Donc on en a profité, et on a même bien profité. C'est-à-dire que notre premier véhicule électrique ayant été immatriculé avant le 1er juillet 2021, il bénéficiait encore du bonus écologique de 7 000 €. Donc vous voyez, on a quand même eu du bol, hein. C'était le véhicule de démonstration, donc il avait 3000 km quand on l'a pris, et donc ils nous ont fait le bonus écologique à 7 000 €, il était encore éligible. Donc on en a bien profité. Bon, bah, le MG par contre, lui, était à 6 000, hein. Bon, ce qui est déjà pas si mal, hein. Toujours mieux que 5 en tout cas. La cinquième raison, c'est que au travail, j'ai une collègue, Laetitia, big up à toi, qui, elle, roule en électrique depuis 1 an maintenant, je vois même un peu plus d'1 an, et qui me racontait à quel point elle était satisfaite de sa voiture. En échangeant avec cette collègue, beaucoup de questions que j'avais sur les véhicules électriques ont eu des réponses. Parce qu'elle aussi, elle fait de longs trajets pour venir travailler. Elle fait des même plus longs trajets que moi, hein. Moi, je fais 50 km pour aller travailler. Elle en fait quelque chose comme 70. Bon, après, la différence, c'est que elle roule sur autoroute ou 4 voies. Moi, je suis principalement sur départementale et nationale. Mais toujours est-il que si elle arrivait à faire ses 70 km à l'aller, 70 km au retour, pourquoi moi, mes 50 km, j'arriverais pas à la faire? D'autant plus qu'elle roulait plus vite que moi. Donc, il n'y a pas de raison que moi, je n'y arrive pas. Donc en discutant avec elle, elle a fini de me convaincre que c'était peut-être le bon moment, que les voitures avaient franchi un cap en termes de capacité, d'autonomie et de fiabilité, qu'elles avaient franchi un cap, et que moi, peut-être que maintenant, bah, je pouvais envisager sereinement de passer à l'électrique. Ça, c'est aussi une des raisons qui ont favorisé mon passage au véhicule électrique. Alors la sixième raison, qui n'est pas forcément tout à fait une raison, c'est que voilà, on s'était posé depuis quelques années la question avec mon épouse de savoir si on n'allait pas passer à l'hybride. L'hybride rechargeable ou autre. Bon, en l'occurrence, on était plus sur l'hybride rechargeable que l'hybride traditionnel qu'on peut connaître chez Toyota.
Or, en me renseignant à droite à gauche, il s'avère que l'hybride rechargeable n'est pas forcément aussi bien on veut nous le dire. Voilà, j'en suis arrivé à la conclusion que l'hybride rechargeable, en l'occurrence, c'était presque, j'ai employé un mot un peu fort, hein, mais une arnaque, dans la mesure où les autonomies de ces véhicules-là dépassent rarement les 50 km. Donc moi, au mieux, j'aurais pu faire 50% de mon trajet pour aller au travail en tout électrique. Et encore, je pense que c'est 50 km sur les véhicules hybrides. Ces 50 km là, c'est 50 km à 50 hein, en ville, quoi, vous voyez. Mais moi qui roule à 80, je faisais probablement pas 50 km. Donc, le reste du temps, vous roulez en thermique. Vous payez un véhicule plus cher, pour rouler tout pareil en thermique, vous polluez tout pareil. Et ça, je vous parle pas des gens qui ne rechargent jamais leur voiture hybride rechargeable, donc qui eux roulent exclusivement en thermique et qui n'ont acheté ce genre de véhicule que pour bénéficier du bonus. En ayant réfléchi, on s'est dit quitte à passer à un véhicule propre, autant prendre vraiment un véhicule qui ne produit aucun gaz. Mais on s'est dit allez, on va arracher le pansement d'un coup. Voilà, c'était vraiment le chemin de pensée qui a été le nôtre. Et bon, franchement, on est bien content de l'avoir fait. Une fois qu'on a eu décidé de passer au véhicule électrique, il a fallu faire un choix sur les véhicules. Alors on a regardé sur internet, savoir quels véhicules étaient les plus efficaces, les plus efficients, les gammes de tarifs, parce qu'il ne faut pas oublier que le bonus écologique n'est donné que pour des véhicules dont le prix de vente est inférieur à 45 000 euros. On a fureté sur internet avec mon épouse, enfin surtout moi, et on en est venu à la conclusion que voilà, il y avait quelques marques qui se détachaient, notamment Hyundai, Kia, bon Tesla évidemment. Je ne vais pas avoir l'outrecuidance de dire que j'avais raison. Mais voilà, c'est l'idée que moi je me faisais des véhicules électriques et de ces marques-là, en sachant que je n'ai aucun partenariat rémunéré avec ces marques-là, hein, c'est vraiment, c'est mon expérience. Donc on s'est dit, Tesla, voilà, Tesla, j'en ai déjà parlé pendant la première vidéo, je vais pas revenir dessus. Donc on avait un choix à faire, donc on a été chez Hyundai en premier, en sachant que le Hyundai Kona et le Kia e-Niro sont faits sur la même base. C'est le même moteur, la même batterie, le même système d'infodivertissement, enfin c'est tout pareil, hein, il n'y a que l'habillage qui va autour qui change. Bon, donc on a commencé par Hyundai, me demandez pas pourquoi, hein, c'est comme ça. On a vu un commercial sympa, en plus ils avaient un véhicule de démonstration, donc ils nous faisaient un prix dessus. Ensuite, ils nous reprenaient la voiture à un bon tarif. Et voilà, donc on est parti sur une LOA avec Hyundai sur le Kona. Et voilà comme on a eu notre premier véhicule électrique. Donc on a roulé quelques semaines avec, enfin mon épouse a roulé quelques semaines avec, et je vous cache pas que j'étais un tout petit peu jaloux. Moi j'avais encore la Fiesta, et elle roulait avec la belle voiture toute neuve, toute silencieuse, toute confortable. Et moi, je continuais à polluer dans ma petite Fiesta, les fenêtres ouvertes l'été parce qu'il faisait chaud. Et j'ai regardé s'il n'y avait pas des marques qui faisaient des tarifs un peu intéressants. Et là, je suis tombé sur MG qui avait ce MG ZS-EV de première génération et qui était connu sur tous les sites spécialisés pour être un bon rapport prestation-prix. Et donc j'ai été curieux et je suis allé voir. Alors, je suis pas allé voir directement MG, hein, parce que effectivement, on cherchait un deuxième véhicule électrique qui pouvait rentrer dans notre budget mensuel, donc. Et je me suis dit je vais aller voir quand même Dacia, hein, qui venait de sortir sa Spring. Bon, le problème de la Dacia Spring, c'est que c'est pas cher, d'accord, mais vous en avez pour votre argent, quoi. C'est-à-dire que moi, je claquais la porte. Je me déboîtais l'épaule, parce que je fais quand même un certain gabarit, j'ai plus un gabarit de pilier de rugby que de coureur de marathon, si vous voyez ce que je veux dire. Et je vous parle pas de la finition, hein, c'est juste vraiment en termes de gabarit, voilà, c'était pas top. Ensuite, je suis allé donc chez MG, le commerce, j'ai été très bien accueilli, d'accord. Il m'a fait des propositions tarifaires qui m'ont séduite, d'accord. Pour 20 000 km par an, franchement, même Dacia, il n'était pas aussi compétitif pour une voiture plus petite. Bon, après, il faut reconnaître que ce véhicule-là, il voulait entre guillemets vider les stocks pour passer à la deuxième génération d'AMG ZS-EV qui arrivait fin 2021, début 2022. En plus d'avoir un tarif attractif,
ils faisaient en plus des remises pour vraiment, entre guillemets, vider les stocks. Et moi, j'ai profité à plein de cette opportunité, quoi. Donc, bon, je me suis pas arrêté à MG tout de suite. Je me suis dit, bon, je vais pas me contenter de deux devis. Je suis allé également voir un autre constructeur, Fiat, en l'occurrence, parce que la Fiat 500, bah voilà, je la trouve mignonne, j'en entendais dire que du bien, en termes d'efficience, tout ça. J'étais assez content d'aller voir cette Fiat 500. Bon, après, bah, tu payes le côté un peu branchouille de la Fiat 500, quoi. Elle est craquante, elle est tout ce que vous voulez, il n'y a pas de souci, hein. Le rapport espace-prix, pour moi, était pas intéressant. Donc, le soir même, je suis retourné chez MG avec mon épouse pour essayer le véhicule, et on s'y est. En conclusion, je dirais que nous, on est passé au tout électrique, mais il ne faut pas le faire sur un coup de tête et de façon irréfléchie. Je m'explique. Si vous choisissez une voiture électrique, il faut la choisir en fonction du besoin que vous allez en avoir et de l'utilité que vous allez en avoir. En effet, si vous devez faire très peu de kilomètres en ville pour aller travailler et retour, vous n'avez pas besoin d'une batterie qui vous donne 500 km d'autonomie. Hein, une petite Spring ou une petite Twingo, ou voilà, des petites voitures comme ça avec assez peu d'autonomie, ça vous suffit largement pour faire vos petits trajets quotidiens pour aller travailler si vous habitez en zone périurbaine ou urbaine carrément, ça vous suffit. Par contre, si comme moi vous avez quand même un peu de route à faire, il vous faut une batterie un peu plus conséquente. Et après, il faut prévoir, si vous voyagez beaucoup ou si vous avez l'intention de faire de la route régulièrement, des batteries vraiment conséquentes. Alors après, nous on a changé pour tout électrique, mais ce changement c'est accompagné d'un changement de fournisseur d'électricité. Avant on était chez Enedis, ou EDF, bref, le fournisseur national classique, d'accord. Et on a réfléchi, on s'est dit, quitte à rouler à l'électrique, si on enlève le côté pollution des voitures, c'est pas pour le garder au niveau électrique. Donc on voyait déjà les gens dire, ah mais tu roules au nucléaire, c'est pire, enfin bon, peu importe. Voilà, on a voulu jouer le jeu jusqu'au bout, on a voulu pousser le concept jusqu'au bout, entre guillemets, et on s'est dit, on va chercher un fournisseur d'électricité durable. Mon épouse, là pour le coup c'est elle qui a fait les recherches, est tombée au bout d'un moment sur une société qui s'appelle Planet Oui. Donc Planet Oui, c'est un fournisseur d'énergie renouvelable. Ils ont été, alors ça c'est ce qui a fait pencher la balance fortement en leur faveur, validé par Greenpeace. C'est quand même un gage de sérieux. Et en plus de ça, ils ont des tarifs attractifs. Une fois de plus, je n'ai aucun partenariat rémunéré avec Planet Oui. J'explique juste que, alors c'est pas les seuls sur le marché, hein, mais on a voulu, quitte à rouler à l'électrique, autant rouler à l'électrique propre. Alors bien sûr, au jour le jour, c'est de l'énergie qui est fournie par Enedis, hein, mais Planet Oui s'engage à réinjecter dans le réseau ma consommation en énergie renouvelable. C'est quand même sympa de se dire que je roule en électrique et que cette électricité est produite de façon renouvelable. Pour conclure, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, qu'elle vous aura appris certaines choses. Si c'est le cas, lâchez un petit pouce vers le haut, laissez des commentaires, partagez, abonnez-vous, cochez la petite cloche des notifications pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Et à bientôt sur Electric Vince.